Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse publique, bonsoir à tous. Donc, je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal. Je vais donc commencer par les pouvoirs. Nous avons Catherine Briseville qui est excusée, qui a donné procuration à Michel Denis jusqu'à son arrivée parce qu'elle nous présente au conseil d'administration du collège de Avignon. Madame Isabelle Lasmaillou a donné procuration à Marie-Louise Garapon. Monsieur Bernard Prada a donné procuration à Jean-Marc Chaer. Madame Nabila Ferzaoui a donné procuration à Madame Yasmina Coris. Monsieur Régis Valco a donné procuration à Jean-Michel Bourgeot. Madame Marie-Claude est absente pour des raisons familiales, on l'excuse. Monsieur Lamotte a dit qu'il y aurait quelques minutes de retard, donc je pense qu'on ne va pas tarder d'arriver, et je pense que Mme Laki est dans la même situation, on ne va pas tarder d'arriver. Je pense que tout le monde est là, je n'ai pas donc souvent aux populations, vous êtes tous là, donc nous pouvons commencer. Secrétaire de séance, c'est Madame Beurier. Ok, très bien. Point numéro 3. Nous allons, concernant le PV de la séance du 27 mars 2025, qui vous a été envoyé en amont, est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce PV? Pas de remarques particulières, donc qui ne participe pas au vote. 2, je veux bien parce que voilà, c'est bien parce que je vois pas. C'est juste voilà, ça marche. 2. Il a pas fait la main. Si. 2. Hein, donc on peut considérer que tout le monde valide le compte rendu, tous les autres valident le compte rendu. Ok, je vous remercie. Alors, point suivant, ordre du jour. Nous avons donc des points en urbanisme avec la restauration des mares, une convention, avec, même si c'est les mares, la Fédération de la chasse, le règlement de publicité de la ville de Moulins, sur lequel on doit donner un avis, des rectifications avec différentes dates par rapport aux avenants, par rapport au crématorium. En administration générale, une constitution d'un groupement de commande entre Isère et Averne pour la fourniture administrative et scolaire, une autorisation que vous allez me donner pour signer les marchés de fourniture denrées alimentaires passés en appel d'offres à la CAO du 18 avril dernier. En 6, l'adhésion à l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge des sports. Ensuite, toute une partie finance avec l'examen du compte financier unique, le CFU 2024, du budget principal et des budgets annexes. En 8, la détermination et l'effectation des résultats du CFU, à la fois du budget principal et du budget annexe de 2024. Puis, par rapport à 2025, une première décision modificative sur le budget principal pour l'exercice 2025, une décision modificative pour le budget de la saison culturelle, ensuite une décision modificative pour le budget annexe de la location des heures espaces, pareil pour le budget annexe de la gendarmerie et pour le service commun de restauration, tout ça des DM pour l'année 2025. Ensuite, en 14, nous allons vous proposer la clôture du budget du parc d'activité de la mode au 31 mai 2025, la reprise des emprunts du budget de ce parc d'activité de la mode au budget principal à compter du 1er juin 2025, une admission en non-valeur de produits recouvables. Voilà ce que j'avais en question orale. Nous avons une question de Mme Laki qui a souhaité nous l'envoyer sur Facebook, on y reviendra donc après. Et puis il y aura un échange, puisqu'en fait, Mme Laki avait informé qu'elle voulait déposer une motion sur un certain thème, et comme elle n'a pas été déposée, mais si vous l'avez écrite, on peut quand même l'exercer, mais je vous rappelle, je vais vous demander, normalement pas déposer, mais on pourra quand même
l'examiner, si vous l'avez écrit. Même si elle n'est pas soumise au vote, je pense qu'elle a... Non mais, on y reviendra. Donc il y a une motion, il y a le groupe majoritaire qui a aussi une motion. Donc on fera en même temps, dans la foulée, des questions orales sur les motions. Et puis après, normalement, il y a des questions diverses qu'on n'a pas eues, les déclarations des groupes. On pourra y aller. Donc voilà sur l'ensemble du déroulement de ce conseil. Donc pour commencer, la première partie, quelques décisions prises entre les deux conseils municipaux. Alors je ne vais pas les reprendre en détail parce que je pense que vous les avez tous. C'est un petit peu long. Allez, on vous fait toujours un petit résumé. Il y a tout ce qui est le marché global de performance, donc c'est le CPE, c'est le suivi des énergies, l'utilisation de nos énergies des chaudières. Donc on a un marché global, une décision pour que je puisse rester en justice. Marché de fourniture, les denrées passées alimentaires, celles qui sont passées en procédure adaptée. Un marché de travaux pour le programme de la voirie 2025. La fourniture, différents marchés de fourniture de carburant pour les services municipaux, vous avez vu qu'il y a plusieurs. La réalisation d'un emprunt de 1 315 000 auprès d'Arkea Banque et la décision suppressive de la régie temporaire de recettes de Noël Nordique, puisqu'il va être organisé différemment, donc on n'aura peut-être pas besoin d'une régie de recettes. Voilà, les décisions ont été prises depuis le dernier conseil, sur lequel vous avez tous les détails sur le serveur. Pas de questions particulières? Okay. Alors, nous passons donc à l'ordre du jour et aux délibérations. Le premier point, la restauration des mares 2025. Laetitia Planche. La Fédération départementale des chasseurs de l'Allier porte une action consistant à initier un mouvement de réhabilitation durable des mares dans le département afin d'améliorer les fonctionnalités écologiques des mares. Les mares abritent de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont rares et menacées. Ces milieux naturels jouent un véritable rôle de réservoir de biodiversité et constituent un intérêt fort pour la Crème bleue, le réseau d'entités naturelles, mares, rivières et bandes enherbées, permettant le déplacement de nombreuses espèces semi-aquatiques ou demandant un milieu aquatique au cours de leur cycle biologique. Des études réalisées en amont par la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier mettent en exergue la nécessité de réaliser des travaux de curage sur des mares situées sur des parcelles dont la ville est propriétaire. Les travaux ont déjà été réalisés sur des mares de la commune, en 2023 sur 2 mares, une située à Caen et une aux Osières, en 2024 sur une située à Champ-d'Aillan et l'autre rue Jean Vidal. Cette année, 2 autres mares à restaurer ont été identifiées, situées sur une parcelle dont la ville est propriétaire, vers le plan des Osières. Afin de restaurer ces 2 mares, il est proposé la signature d'une convention fixant les engagements des 2 parties. La Commission Urbanisme et Développement Durable propose au Conseil municipal d'accepter les termes de la convention avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier et d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, à signer la convention. Merci. Des questions? Oui. Je me félicite que pour une ville comme Yzeure, la seule question d'urbanisme qui soit à l'ordre du jour, ce soit la restauration de 2 mares. J'en ai pas plus. Qui, par rapport à cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Toujours dans l'urbanisme, parce que nous avons quand même d'autres projets d'urbanisme, donc nous avons un projet numéro 1, mais qui se passe dans une autre commune. Alors on va me dire, règlement local de publicité, avis de la commune d'Yzeure. Jean-Michel Bourgeot. Le règlement local de publicité est un instrument de planification locale pour des motifs de protection du cadre de vie. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions plus restrictives que ce dernier. De par son PLU, la ville de Moulins est compétente pour élaborer ou réviser ce règlement. De ce règlement, 8 objectifs ont été définis. Réduire l'impact de la publicité, conforter le format des publicités, autoriser la publicité sur le mobilier urbain, encadrer, voire interdire l'installation de certaines enseignes particulièrement impactantes pour les paysages, assurer la bonne intégration paysagère des enseignes, réglementer les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol en encadrant leur nombre, leur format et leur hauteur, mettre en place une réglementation spécifique pour les enseignes sur clôture afin d'encadrer leur développement, et dernier point, renforcer la réglementation sur les enseignes temporaires. Les communes limitrophes dont Yzeure fait partie doivent rendre un avis par défaut
par délibération du conseil municipal sur ce point de RLP. C'est pourquoi nous devons donner notre avis suite au conseil de la ville de Moulins du 28 mars 2025. Des remarques, des questions? Oui, c'est pas une délibération de la ville de 10 heures, c'est une délibération de Moulins. On n'a pas dit le contraire. J'ai ouvert la réunion. Vous auriez pu faire une remarque quand même. Je ne veux pas aller contre. Mais par exemple, il y a des panneaux publicitaires de Moulins qui sont sur le territoire de la SNCF et qui sont systématiquement orientés côté Isère, c'est-à-dire toute la publicité, elle est du côté Isère. Moi, je pense qu'on aurait pu dire, profitons de l'occasion pour rendre ce côté plus esthétique. Je me dis un jour, nous tombons. Sur la délibération, qui est contre, qui s'abstient. Donc on donne un avis favorable à la ville de Moulins par rapport à son RLP. Je vous remercie. Point numéro 3, crématorium, délibération rectificative. Il a été relevé des erreurs dans les dates des avenants numéro 1 et numéro 2 cités dans la délibération du 1er juillet 2021 relative à l'avenant numéro 3. Ça va être un peu complexe. En effet, il est mentionné le 1er juillet 2020 alors que l'avenant a été signé le 2 juillet 2020. Et il est également mentionné le 4 février 2021 alors que l'avenant numéro 2 a été signé le 25 février 2021. Il convient donc de rectifier ces erreurs. Par ailleurs, suite aux erreurs également constatées dans la délibération du 12 décembre 2024, il est nécessaire de la retirer et de délibérer à nouveau pour prendre en compte ces nouvelles informations. À savoir, le 8 novembre 2018, la ville d'Isère a confié le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation à la société Nouvelle de Crémation, dans le cadre d'un contrat de DSP conclu le 12 novembre 2018. Par avenant numéro 1 en date du 2 juillet 2020, le début de la durée d'exploitation a été reporté au 28 février 2021 pour une fin d'exploitation au 28 février 2049. C'est pas une erreur. Par avenant numéro 2 en date du 25 février 2021, les paramètres de la formule d'actualisation des tarifs de la concession, telle qu'elle est définie à l'article 29 du contrat de concession, ont été modifiés. On ne revient pas sur la formule du bruit. Par avenant numéro 3, en date du 6 septembre 2021, les modalités de gestion et d'administration des concessions cinéraires contiguës au crématorium sont précisées. Donc nous vous proposons de prendre acte des erreurs de date figurant dans la délibération du 1er juillet 2021, de retirer la délibération du 12 septembre 2024, d'approuver le projet d'avenant numéro 4 au contrat de DSP qui permet d'actualiser les tarifs applicables aux usagers et d'en appliquer les tarifs en 2025, et d'autoriser M. Perrin à signer cet avis. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 4, constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averme et d'Isère pour les fournitures administratives et scolaires. Yasmina? Conformément à l'ordonnance numéro 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant législative du Code de la commande publique, plusieurs collectivités territoriales peuvent s'associer pour la mise en place d'un groupement de commandes. Outil de mise en commun de moyens, il permet de faire grossir les volumes pour en inspirer des conditions tarifaires plus avantageuses dans le but de réaliser des économies d'échelle. Pour cela, il est nécessaire que les collectivités, membres du groupement d'achat, justifient de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans les domaines de fourniture, de services ou de travaux. Suite à divers échanges entre la ville d'Averme et la ville d'Isère, il s'avère que notamment, en ce qui concerne les achats de consommables faisant l'objet d'accords cadres à bon de commande, les besoins et la périodicité d'achat sont identiques pour les deux collectivités. De ce fait, il est envisagé de constituer entre les deux villes un groupement de commandes portant sur l'achat de fournitures scolaires, administratives et matériel pédagogique. Cet instrument juridique nécessite la conclusion d'une convention constitutive entre les parties intéressées. Elle définit la nature des besoins. Elle a également pour objet de désigner parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé d'organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d'un ou de plusieurs prestataires communs à l'ensemble des participants au groupement. Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention du groupement de commande.
Chaque membre du groupement signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec le ou les attributaires communs, lui en notifie les termes et s'assure de sa bonne exécution. Une commission d'appel d'offres du groupement d'achat est instaurée. Elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque partenaire du groupement ou d'un suppléant élu parmi ses membres à voix délibérative. En conséquence, il est proposé au conseil municipal 1. D'approuver la constitution d'un groupement de commandes ayant pour objet l'achat de fournitures scolaires, administratives et matériels pédagogiques pour le service municipal et les écoles. D'autoriser M. Perrin, maire, à signer la convention à intervenir. De désigner M. Jérôme Labonne ou en son absence M. Jean-Michel Bourgeot, membre de la commission d'appel d'offres, à siéger à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Autorisation de signature pour signer le marché des fournitures de denrées alimentaires. Olivier Dubeset. Oui. Donc, le marché de fourniture des denrées alimentaires arrivant en fin d'exécution le 30 août 2025, et afin de respecter les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, il était nécessaire de procéder au lancement d'une consultation formalisée par procédure d'appel d'offres ouvert avec publicité et mise en concurrence. Compte tenu de l'estimation globale de ce marché qui s'élève à 2 434 018 € hors taxes, cet appel d'offres a été lancé selon les modalités suivantes: mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics sur le site de la ville, mise en ligne sur le site directement de la diviseur, publication du bulletin officiel des annonces des marchés publics le 3 mars 2025 et enfin affichage en mairie et à la direction de la restauration municipale du 31 janvier 2025 jusqu'au 5 mars 2025. Donc, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 18 avril 2025. Les membres ont décidé d'attribuer les marchés conformément à la procédure d'appel d'offres pour les lots numéro 1 à 44. Donc, il a été reçu 149 offres. Ce marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août 2028, inclus via un accord cadre à bon de commande multi-attributaire. Sur les pages 12, 13, c'était l'estimation par lot. Et en page 14, 15 et 16, on a les résultats et les entreprises qui ont été choisies par la commission d'appel d'offres. Donc je ne vais peut-être pas les reprendre un par un, vous avez tous pu les lire. Tous les lots ont été attribués. Donc le montant total est proche de l'estimation. Donc la commission d'appel d'offres a attribué les marchés et propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou en son absence madame Foucault ou monsieur Bourgeot à signer les marchés et à intervenir avec les entreprises. La dépense globale correspondant est estimée à 2 314 395,87 € hors taxe, soit 2 449 532 et 300 TTC. Elle sera imputée au budget annexe du service commun, la restauration collective. Des questions? Je vais laisser chacun regarder les différentes offres. On peut remercier les services qui ont travaillé, parce que je rappelle que c'est pas simple, puisque, y compris comme dans d'autres marchés, notre objectif est d'essayer d'avoir un maximum de possibilités à des fournisseurs locaux, alors au sens pas qu'ils aient rien, parce que dans la restauration, des fois, le local, il peut être un petit peu en limite du département, et permettre à tout le monde de répondre. Il nous faut donc faire beaucoup de lots, et vous le voyez, effectivement, décomposer nos besoins à 44 lots, c'est pas si simple que cela, mais c'est le seul moyen qui nous permet, et qui permet à différents interlocuteurs extérieurs de répondre. Merci au service de ce beau travail. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 6, adhésion à l'ANDES. Jérôme Lebonne. Né de la volonté de quelques élus locaux de ne pas rester isolés face aux problématiques rencontrées sur le terrain, l'Association nationale des élus en charge du sport contribue au développement du sport français. Regroupant maires élus en charge du sport de l'Hexagone et de l'Outre-mer et en reçu délégation de leur conseil municipal, l'ANDES est un vecteur d'échange privilégié sur les politiques sportives des villes et permet d'accompagner au quotidien les élus locaux grâce à ses réseaux d'experts et de relais sur le terrain.
Par ces échanges structurés sur des outils dédiés et accessibles sur le site internet et sur l'application mobile, les adhérents bénéficient d'un partage enrichissant d'expériences, conseils, de bonnes pratiques à l'échelle nationale. Avec 8000 communes et groupements de communes en réseau, dont 150 en outre-mer, l'Andes est devenu un acteur incontournable auprès de l'État, du mouvement sportif et du monde économique. Elle représente les intérêts des collectivités locales pour les financeurs publics du sport, avec 9,3 milliards d'euros par an. Est propriétaire à 80% du parc sportif français et relaie leurs problématiques au sein des instances décisionnaires locales et nationales. Il est proposé que la Ligue des Arts renouvelle son adhésion à l'Association nationale des échanges des sports, qui propose les services suivants: un réseau d'échanges et de contacts, un accès privilégié aux dossiers et publications sur le site internet, une veille avec 12 lettres d'information et de l'aide parlementaire sur l'actualité de l'Andes et du sport, des conseils et un accompagnement personnalisé prodigué par les techniciens de l'Andes, une structure représentative en lien avec les institutions dirigeantes du sport en France. Des partenariats d'expertise avec des institutions nationales et l'ensemble du monde sportif, des formations sur les termes d'actualité, sur les fondamentaux du mandat des élus. D'une part, le montant annuel de la cotisation, vous verrez qu'elle est très modeste, 256 € par an. D'autre part, il convient de désigner le représentant de la collectivité de l'Andes et de proposer au conseil municipal de renouveler l'adhésion à l'association de l'Andes et de s'engager à verser les cotisations 2025 et d'autoriser M. Jérôme Labonne, adjoint au sport, à représenter la Ligue des Arts auprès de l'association de l'Andes. Des questions? Monsieur Claire? Oui, j'en ai parlé en commission. Je ne sais pas ce que c'est que ces associations, c'est plus une amicale. Je ne comprends pas l'utilité, il y a plein d'associations comme ça qui existent. Il y a déjà plein de structures. Je ne vois pas très bien l'utilité. Je voudrais savoir le bilan d'une année d'adhésion, déjà ce que ça a donné à la collectivité. Après, il y a plein d'organismes. Il y a les décideurs du sport qui est gratuit, par exemple. Ou alors, si on veut y participer, il faut le faire d'une façon personnelle, et puis c'est tout. Mais autrement, je ne vois pas l'utilité pour une collectivité d'adhérer à ce genre de structure, comme il y en a plein dans plein de domaines. Alors, quelques éléments que j'ai malheureusement pas pu vous donner en commission parce que j'étais malheureusement absent, ce qui est très rare, depuis 2 minutes. Tout d'abord, c'est bien énuméré, et ça a été dit plusieurs fois, c'est un conseil aux collectivités et aux communes. Alors, bien sûr, il y a des conseils, on peut trouver des conseils ailleurs, mais nous, on préfère faire appel à des gens qui connaissent le terrain, qui sont acteurs du sport depuis des dizaines d'années en tant qu'élus municipal, adjoint au sport ou en charge du sport dans une EPCI. Pour souvenir, on a été bien accompagnés lors de la crise Covid. Il y avait des réglementations à mettre en place, c'était eux qui nous avaient bien conseillé avec la préfecture. Ils ont bien conseillé sur les plans équipements sportifs. Sur les nouvelles normes, on sait que les fédérations, je le sais très bien, Michel, les fédérations changent souvent leurs normes, donc il faut qu'on soit attentif à ce genre de normes. Et aussi, ça marche dans l'autre sens, qu'on soit aussi actif pour que les fédérations comprennent que c'est les collectivités qui payent et qu'il faut qu'elles freinent leurs normes. Et que c'est bien beau de changer la raquette d'un panneau de basket, sous un panneau de basket, mais qui sait qui paye à la fin, c'est la collectivité et c'est le contribuable. Après, comme ça a été dit dans l'énoncé, il y a des interventions sur les actualités de tous les jours, comme les webinaires, les newsletters. Et puis, il y a une chose qui n'apparaît pas là-dessus, et je trouve que c'est dommage qu'elle n'apparaisse pas, c'est ce côté un petit peu, tu dis que c'est un groupe d'amis, peut-être, oui, c'est vrai que le sport est une amitié, je suis ami avec certains, c'est vrai. Il peut être modeste pour être ami avec certains acteurs du sport, mais au-delà de ça, c'est un acteur pour essayer de faire comprendre à l'État certaines choses. Je donne pour exemple, j'en donnais 3, je ne vais pas prendre trop de temps, lors du plan loi finance 2025. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, on parlait de passer le budget sport de 900 millions d'euros à 600 millions d'euros. C'est vrai que moi, en tant qu'adjoint au sport de la Ligue des Arts, j'aurais pu faire un courrier au ministre des Sports, c'est vraiment pas bien. Sauf que quand on a fait tous les référents départementaux de l'Andes, on fait un courrier au ministre des Sports, au Premier ministre, au président, à tous les députés, à tous les sénateurs, et bien les 900 millions, ils ont été maintenus. Entre-temps, depuis il y a quelques décisions modificatives, donc je ne suis pas sûr qu'on ait 900 millions sur l'année 2025, mais une chose est sûre, c'est que notre intervention a permis de faire comprendre aux députés et aux sénateurs qu'il fallait surtout pas budget des sports de 900 à 600 millions. Donc ça marche pour les collectivités, mais ça marche aussi pour tout le territoire. On n'est pas tout seul en France, Michel. C'est bien de vouloir défendre les heures, mais je pense d'être un peu solidaire entre territoires, c'est important. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on est intervenu au niveau des Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Parce que tu le sais, il y a eu un bénéfice, et tout le monde s'en félicite, de 27 millions d'euros. Quid?
qu'est-ce qu'on allait faire de ces 27 millions d'euros. Donc nous, l'Andes, on a fait un courrier, l'AMF l'a fait aussi, hein. Nous on a fait un courrier pour que les Jeux Olympiques Paralympiques, les 27 millions d'euros, soient réinvestis en priorité sur tous les territoires. Parce que quand il a fallu faire vivre les Jeux Olympiques, quand il a fallu qu'il y ait des labels Terre 2024 dans toute la France, quand il a fallu un petit peu d'engouement populaire pour la flamme, il a fallu avoir tous les territoires derrière les Jeux Olympiques. Donc c'était logique. En plus, comme c'était dit dans l'annoncé, nous portons 80% des équipements sportifs. S'il n'y avait pas de collectivité, il n'y aurait pas de sport. Donc on ne solliciterait pas pour les Jeux Olympiques. Ça se n'aurait pas. Et donc cette intervention a permis de réinjecter une grande partie des 27 millions d'euros sur tout le territoire, et en particulier, on a mis en priorité numéro 1 Mayotte. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Mayotte. Une partie assez importante des 27 millions d'euros des Jeux Olympiques Paralympiques 2024 ont été fléchés sur Mayotte. Et je peux vous dire que l'action d'Andes a été importante. Et troisième point, alors je suis désolé, c'est un petit peu personnel. Je suis allé, en tant que représentant de l'Andes, je suis allé à Paris. Et en tant que représentant de l'Andes, au niveau des Jeux de l'Andes, j'ai échangé avec Amélie Le Fur, présidente de l'ANS, et la ministre des Sports, Marie Barsac. Et j'ai fait remonter quelque chose qui me tenait à cœur en tant qu'élu, et je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui le partagent, c'est la rénovation énergétique des équipements. Et je pense sincèrement qu'il va falloir, on sait qu'on a un parc et d'équipements sportifs qui date des années 70-80, et s'il n'y a pas une action importante pour la rénovation énergétique des équipements, les collectivités auront des difficultés dans les prochaines années, toutes les collectivités de France, parce que je connais les chiffres, il y en a pas mal. Et ensuite, les étapes. On ne parle jamais des étapes, et moi je trouve que c'est important de parler des étapes, des agents techniques APS, donc de sport, que l'on a. Nous, au sein de l'ISOR, il y a beaucoup de collectivités qui en ont, et qui interviennent sur le temps scolaire. Ce temps scolaire, il est pris en charge par le contribuable isorique. Et moi, j'ai dit à la ministre, vous voulez développer les 30 minutes de sport par jour, faites une convention avec les communes, on vous met à disposition 30 minutes par jour les étapes, les professeurs des écoles auront quelqu'un de qualifié avec eux pour faire du sport, les jeunes feront du sport 30 minutes par jour, et puis on sera gagnant-gagnant. Nos étapes qui vont s'épanouir sur une mission qui leur plaît, les jeunes qui vont faire du sport, et les professeurs des écoles parce qu'ils ont besoin de 30 minutes de sport. Donc bien sûr, c'est une information, c'est quelque chose qu'on a fait remonter, mais si je suis adjoint au sport à 10 heures, franchement, ça n'a aucun poids. Par contre, quand je me présente en tant qu'Andes, elle connaît l'Andes, on est représentatif de 8000 collectivités. Peut-être que tu penses que c'est inutile, mais sincèrement, au vu des avancées qu'on a mis en place depuis quelques années, je pense sincèrement qu'on est utile, et je pense qu'on a raison d'y être. Et pour ce qui est de l'adhésion, j'ai demandé, vous connaissez, je ne suis pas trop peindre, j'ai demandé à payer les cotisations, il y a quelques années qu'on a adhéré, mais c'est impossible. Je vais peut-être faire un mécénat au CCAS de 256 €. Si tu veux, Michel, pas de souci. Tu connais, on peut souvent détourner, hein, pas de souci. Bon, je pense que je vous me donne bien des explications. Alors maintenant, nous revenons. Donc, par célébration, qui est contre? Qui est contre? 3 sont contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai une question qui est au sport. J'ai été un peu offusqué en suivant le débat de la communauté d'agglomération, où notre collègue Larrière, qui représente la commune leader, si je n'ai pas perdu souvenir, a parlé du palais des sports roumains en disant notre palais des sports, et comme par hasard, on est en train de mettre en place des solutions pour que le palais des sports soit rénové dans le cadre de la communauté d'agglomération. Et je ne suis pas sûr que tous les autres étaient au courant. Le palais des sports Moulins, c'est une installation communale, comme Bellevue, comme tous les gymnases. Et vous pourrez vérifier, notre palais des sports. À chaque mois qu'on achète, on va peut-être acheter. Peut-être qu'on l'a acheté. François l'avait François, mais bon. Oui, c'est un problème intéressant. J'avoue que n'ayant pas tellement l'habitude, quelquefois ça m'arrive, hein, mais j'ai rarement préparé de façon écrite stricte les interventions que j'ai pu avoir, que ce soit ici ou en com d'agglo. Donc j'ai peut-être utilisé le possessif. C'est sans doute que j'ai l'ambition de faire du sport sur ma fin de vie. Donc ça sera mon palais des sports. Donc blague à part. C'est bien d'avoir remarqué ce nôtre.
j'aurais aimé que vous remarquiez un petit peu plus le fond de mon intervention. Parce que le fond de mon intervention était justement de m'interroger sur le fait que, comme par hasard, au moment où le Palais des Sports va avoir à faire des travaux très importants et à supporter des investissements très lourds, comme par hasard, et ça s'est déjà produit pour la médiathèque, ça s'est produit pour la salle des fêtes, on essaie d'en faire un outil intercommunal. Et donc mon intervention, elle était peut-être critique de façon mesurée dans mes propos et peut-être avec le nôtre, mais c'est un autre justement qui voulait faire comprendre que cet outil, s'il est commun à la Commune d'Aglo, il n'est pas le seul, et surtout, il faudra que la CLEC, dont je fais partie jusqu'aux prochaines élections, et il y aura d'autres personnes derrière moi pour faire la même chose, eh bien la CLEC, elle devra être très vigilante si jamais le dossier est présenté pour passer en intercommunalité, de manière à ce qu'on ne se fasse pas une fois de plus, on va dire, allez, je vais rester correct, on va se faire tondre la laine sur le dos, hein, parce que c'est un peu l'objectif, on en est conscient, ça s'est déjà produit, et on le critique à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire. Donc j'ai peut-être dit notre Palais des Sports. Maintenant, dans mon intervention, je crois qu'il y avait un peu plus important. J'ai oublié de préciser quelque chose. Il y a eu une intervention la dernière fois sur l'Andes, en disant que c'était une association nationale de en charge du sport qui était subventionnée par 100% par les collectivités. Donc je savais que c'était faux, mais comme je voulais donner le vrai chiffre, vous savez, je suis très chiffre, l'Andes fonctionne avec 45% de subvention des collectivités. Le reste, c'est des aides de l'ANF, du ministère des Sports, et mécénat et partenariat. De toute façon, puisque nous avions voté avant sortie des diminutions, on a déjà exprimé, nous allons passer à différentes questions sur les finances. Nous allons passer la parole principalement à Pascal Foucault, qui dans un premier temps va nous parler un petit peu de ce CFU. Oui, ce CFU, c'est une nouveauté que nous avons délibérée le 27... CFU, c'est une nouveauté. Nous avons délibéré le 27 juin 2024 pour sa mise en place. Donc ce CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion du trésorier. Et c'est un bilan synthétique de la collectivité. C'est le CFU, pardon, il est complètement dématérialisé. Alors, donc ce compte financier unique fait apparaître pour l'exercice 2024, donc ce sont les résultats définitifs. Donc en dépenses d'investissement 3 781 634, en recettes d'investissement 3 371 807. Donc nous avons un déficit d'investissement de 409 826. Au niveau du fonctionnement, en dépenses d'investissement, nous avons 19 447 032. Et en recettes de fonctionnement, nous avons 18 239 361. Donc le solde est de 1 92 738. Non, c'est l'inverse, ça va être inversé entre les dépenses et les recettes, parce que le solde est positif. Alors, au niveau des ratios, donc les ratios, on les avait déjà vus lors du... Hein, on les a déjà vus, mais ils n'y sont pas tous, il y en a 4 ou 5. Donc, le ratio numéro 1 concernant les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie par rapport à la population, donc pour 2024, nous sommes à 1378 €, nous étions à 1363 l'année dernière, donc nos dépenses augmentent par rapport à notre population en fonctionnement. Ensuite, le ratio suivant les frais de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement représente pour cette année 2024 66,47% du budget de fonctionnement. Le ratio suivant, le ratio numéro 3, les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population. Donc nous avons 1 450 € de recettes de fonctionnement par rapport à notre population, par habitant.
le suivant. La dotation globale de fonctionnement, ça ne change rien. On a toujours moins, 73,29 € par habitant. Les dépenses d'équipement brut par rapport à la population, donc on est beaucoup mieux que l'année dernière, on est à 165,18 € par habitant. L'encours de la dette par rapport à la population, donc notre encours de la dette a augmenté puisque nous sommes à 924 € par habitant pour l'année 2024. Et le ratio numéro 10, donc les dépenses de fonctionnement et le remboursement de la dette en capital par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, nous sommes à 102%, donc nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont supérieures à nos recettes, chose qu'il va falloir stabiliser. Alors, ce compte financier unique du budget principal et des budgets annexes. Donc, on va commencer par la saison culturelle. En dépenses d'investissement, on est à 0. En recettes, on est à 4 500 €. En fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, on est à 409 524. Et en recettes de fonctionnement, on est à 410 164. Ce qui nous fait un solde de 640. Non, c'est bon. Ensuite, l'allocation d'Isère Espace en dépenses d'investissement 77 308, en recettes d'investissement 88 738, ce qui nous fait un solde de 11 429 €. En fonctionnement, les dépenses à hauteur de 348 347 et en recettes à hauteur de 402 828, avec un solde donc de 54 480. Les pompes funèbres, alors en investissement, les dépenses à hauteur de 66 940, les recettes 49 595, par contre, donc avec un déficit de 20 344 €. Et en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, 128 678 €. Et en recettes, 37 087, ce qui nous fait un déficit de fonctionnement de 91 590. Alors, ce déficit s'explique par le fait que nous avons beaucoup de caveaux en stock. Et on ne peut pas bien faire autrement. Ensuite, le parc de la Motte, donc en dépenses d'investissement 31 926, en recettes 471 092. Donc on a un solde de 439 165. Au niveau du fonctionnement, en dépenses, on est à 45 406. En recettes, on est à 68 880, ce qui nous fait un solde de 23 473. Ensuite, le budget annexe de la gendarmerie. Dépenses d'investissement 642 000, recettes 306 000, déficit d'investissement de 335 536. En fonctionnement, on est à dépenses de fonctionnement 32 782, recettes de fonctionnement 201 365, donc un solde de 168 583 €. Le service commun de restauration, des dépenses d'investissement à hauteur de 19 879, des recettes d'investissement à hauteur de 188 242, donc un solde de 160 excédentaire de 168 362. Et en fonctionnement, alors des dépenses d'investissement à hauteur de 2 665 597, des recettes à hauteur de 2 666 587 avec un excédent de fonctionnement de 1290 qu'on rémunérisera tout à l'heure. Alors, donc maintenant, on vous propose d'affecter ces résultats. Maintenant, il faut voter. Pardon? Donc on reste. Vous avez voté le DFU. Oui, il faut que je sorte. Il faut que je t'arrête. Oui, le CFU, c'est comme le compte LDR. Administratif. Attends, Pascal, il peut y avoir des questions avant de voter. Vous avez des questions particulières concernant le DFU? Le CFU, vous l'entendez? Pas si beau. Pas de questions? Non, on passera au vote, on attend que Pascal sorte. C'est avec Pascal.
c'est avec le maire. Ah, mais non, j'ai pas demandé qu'il sorte. Si. Pour voter, oui. Pour voter. Attends, alors soyons clairs. Moi, je dois faire voter sans la présence du maire, comme pour le compte administratif. D'accord? S'il y a des questions, on demande à Pascal de rentrer et il répondra aux questions si c'est lui qui répond ou Pascal. Donc, y a-t-il des questions? On demande à Pascal de venir. Non, en fait, il y a deux, trois questions avant de faire voter. C'était une fausse sortie alors. C'est une fausse sortie. Ça se fait au théâtre. C'est comme au théâtre. Donc Pascal Revenu, si tu veux poser des questions. Allez-y. Mets le micro, voilà. Mais les questions, je les avais posées lorsqu'on a étudié les deux séparément. Le compte administratif, la commission des finances, donc je ne vais pas là-dessus. Celle de l'outre-mer, plus, j'avais déjà dit, le rapprochement inquiétant des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on peut penser que d'ici 2 ans, on sera au même niveau. Sur la dette, je suis complètement remarqué que j'ai un peu entendu sur la dette. Bon, maintenant, la dette, elle est supérieure à ce qu'était la dette au moment où on est parti ici, parce que tu tiens pas compte de la dette, par exemple, qui a été mise sur Sainte-Catherine, alors que nous, on avait financé, la peine de l'Ain sur le budget principal. Bon, ce qui est plus inquiétant, c'est le faible niveau des dépenses d'équipement. Parce qu'en réalité, les dépenses d'équipement, elles sont plus faibles qu'elles devraient être si on veut maintenir la commune en état. Mais tout ça, je ne développe pas, puisqu'on a fait lors la première fois. Quand elle a fait l'affaire du compte financier unique, là, ça n'a rien à voir avec leader, parce qu'à un moment, on a pu s'apercevoir que c'était double travail. Il y avait un travail pour les services administratifs et un travail pour les services municipaux. Bon, moi je rappelle des modestiques qu'en 1985, au conseil départemental, j'avais demandé qu'on regroupe les deux, on ne m'avait pas écouté. Quelques années après, on le fait. C'est pour simplifier. D'autres questions? Alors, non, j'ai fini. Non, mais c'est pas des questions comme une réponse. Tu as raison. À des moments, c'est des chiffres qu'on a déjà donnés à des moments. Tu as fait des remarques. Rapprocher le CFU, par contre, même si tous on est bien persuadés qu'effectivement il y aura un travail, ça ne dépendait pas de nous, on constatait. On peut que se féliciter que maintenant, en même temps, on vérifie d'un seul coup la même chose, puisqu'en fait, c'est ça que fait, c'est qu'on gagnera du temps. Enfin, on gagnera surtout du temps, non pas en instance, mais en dehors pour le travail de présentation. D'accord. Bon, sur ça, je n'ai pas d'autres réponses, donc je vous laisse voter parce que effectivement, faut que je ressens. On sait que c'était des questions, mais c'est plus des remarques, des compléments d'information. Donc vous vous souvenez auparavant, c'était au mois de juin en général quand on faisait les votes sur le compte administratif, on faisait 2 votes. Là finalement il n'y a qu'un vote. L'idée c'est est-ce que vous êtes d'accord d'approuver les comptes financiers uniques 2024 du budget principal et des budgets annexes de la ville d'Isère? Elle est là la question. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4. Eh bien c'est parfait.
On va redemander au maire de faire un peu de sport. On passe au point suivant. Alors, détermination et affectation des résultats. Alors, Pascal. Donc maintenant qu'ils sont votés ces chiffres, on va pouvoir les affecter. Alors, donc, l'excédent de... On va commencer par le budget principal. Donc, l'excédent de fonctionnement d'1 092 et d'1 092 000 euros, le déficit de 409 000, le reste à réaliser en dépenses de 308 000, le reste à réaliser en recettes 267 000. Donc on vous propose d'affecter au 1068 450 000 euros et de reporter en résultat de fonctionnement 642 000 euros pour le budget principal. Ensuite, pour la saison culturelle, on a notre excédent de fonctionnement de 640 euros, on a notre excédent d'investissement de 4 500 euros et on vous propose d'affecter donc en fonctionnement les 640 euros pour 2025. Au niveau de la location des heures espaces, donc on a un excédent de fonctionnement de 54 480, un excédent d'investissement de 11 729. On vous propose d'affecter en fonctionnement sur 2025 les 54 480. Au niveau des pompes funèbres, donc notre déficit de 91 570 euros en fonctionnement, notre déficit d'investissement de 20 344, donc on vous propose d'affecter les moins 91 590 en fonctionnement. Le parc de la Motte a un excédent de fonctionnement de 23 473, un excédent d'investissement de 439 165, on vous propose d'affecter les 23 473 en fonctionnement. La gendarmerie, on a un excédent de 168 583 en fonctionnement, un déficit d'investissement de 335 000, un reste à réaliser en dépenses de 180 899, un reste à réaliser en recettes de 165 000, on affecte 168 583 au 1068. Et à la restauration municipale, on a un excédent de 1290 en fonctionnement et un excédent de 168 000 en investissement. Et on vous propose d'affecter les 1290 en fonctionnement reporté. Voilà. Il faut voter. Alors, des oppositions, des abstentions. Oui, 4. Donc les autres votes, les reports. Ok, je vous remercie. Donc nous passons après donc, à différentes décisions modificatives. Alors maintenant on passe sur le budget 2025. Attention. Donc les premières décisions modificatives. Alors la première correspond au budget principal. Oui, alors donc c'est l'investissement. Donc on a un déficit d'investissement reporté après DM qui va s'élever à 409 827 puisqu'on a enlevé 36 000 euros. On a un incurement du compte de 1069 de 225 343 qui traînait depuis de longues années et que la trésorerie nous a demandé de régulariser. On a rajouté 43 380 de voirie puisque c'est un paiement de 2024 qui a été payé sur 2025. Et on a 6 000 euros d'équipement du centre social et de subvention. Qu'on verra en recette aussi. Donc on est à 238 655 pour cette DM. Et alors en recette, on a rajouté 268 723 euros pour un montant et donc on est à 1 223 723 euros, ce qui correspond à la DSU. Un excédent de fonctionnement où on a enlevé les 36 068 euros et on retombe à 450 168 euros. Et nos 6 000 euros de subvention de la CAF pour le centre social qu'on retrouvait en dépense juste au-dessus. Donc cette DM s'équilibre à hauteur de 206
Cette DM est à hauteur de 490 100 €. Donc, on a fait une subvention exceptionnelle au CCL de 1 500 €, ce qui nous porte le montant du compte à 327 500 €. On a rajouté 215 223 € de provision pour les assurances et pour des risques divers. On a un déficit des budgets annexes à caractère administratif, on a rajouté 4 654 €. Et on a un virement de la section d'investissement pour couvrir ce fameux compte 1069 de 260 273 €. Et donc on est bien à 480 100 € en dépenses. En recettes, on a un excédent de fonctionnement reporté qui est plus élevé que celui qu'on avait prévu. Donc on va avoir 204 256 €, ce qui nous fait 642 121 €. La DSU pour 285 844 €. 600 000 €, c'est l'indemnisation de l'assurance de Sandayant. Et c'est, en fait, les bulletins, c'est une erreur d'imputation. Et donc, on arrive aux 480 100 € pour le budget principal. Ensuite, le complément que je peux donner, vous l'avez vu, par rapport à quand on a fait le budget qui était volontairement prudent, nous retrouvons la DSU. Ces 285 000 €, on ne les avait pas et bon, ça faisait quelques mois qu'on travaillait avec les services d'État pour montrer qu'on y avait droit. Je remercie les services qui ont travaillé dessus pour l'obtenir, mais rien n'était sûr et nous avions préféré ne pas l'inscrire parce que vous doutez bien que presque 300 000 €, on ne peut pas prendre le risque de mettre. Il est plus simple de les faire apparaître, même si ça peut vous paraître un peu bizarre de dire on le fait que 2 mois après, on n'avait rien à 2 mois et c'est des sommes qu'on ne peut pas faire. La DSU, nous la retouchons, c'est le problème. Et a priori, notre classement, alors je vous le dis on devrait nous permettre de le garder parce que vous savez que c'est un certain nombre de communes qui la touchent et aujourd'hui, on n'est pas dans les communes les plus en fin de peloton et qu'on risque de passer dans l'autre peloton, de sortir vers le dent. On devrait pouvoir rester encore au moins l'année prochaine dans cette commune. C'est pas neutre, vous voyez la DSU par rapport à la DSU. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse première DM si on veut bien, hein, mais parce qu'effectivement c'est ça. Voilà. Est-ce que toutes les DM, on les votera toutes d'un coup, je suppose, on s'exprimera sur toutes d'un seul coup, hein, même si à chaque fois s'il y a besoin, on peut donner un petit complément. Alors on continue. Les autres, c'est sur un peu mineur. Donc la saison culturelle. La saison culturelle, donc on a rajouté 640 € parce que c'est un mandat qui a été rejeté en 2024 et qui a été payé sur 2025. Donc voilà. Après, la suivante. Pour la location des heures espaces, c'est une partition de l'appurement du compte 1069 dont je vous ai parlé tout à l'heure, à hauteur de 4 654 €. Voilà, et donc on fait un virement de la section de fonctionnement du même montant pour équilibrer l'ADM. En fonctionnement, c'est toujours les 4 654 € qu'on a versés en subvention d'équilibre. Ensuite, la gendarmerie. La gendarmerie, donc c'est un mandat de 37 933 € qui a été rejeté en 2024 et qui a été payé sur 2025. Donc, voilà, la suivante. La restauration collective, même chose. Un mandat de 1 290 € qui a été rejeté en 2024 mais payé sur 2025. Voilà. Là, il faut voter. Oui. Alors, globalement, sur les DM, des oppositions, des abstentions, non, abstention, 6 abstentions, et sur l'ensemble, DM, budget, l'ensemble. Très bien. Nous passons au point numéro 14, clôture du budget du parc d'activité de la Motte au 31 mai 2025. Pascal Foucault. Oui. Alors, le 27 juin 2001, je ne sais pas si ça a été
qui était là. Donc, le conseil municipal avait décidé donc, la création du budget annexe du parc d'activité de la Motte au 1er juillet 2001. Son budget a été créé suite à la reprise en gestion municipale du parc d'activité de la Motte, que vous connaissez tous, pour des locaux industriels, artisanaux et commerciaux. Donc, suite au transfert de la société d'équipement du Bourbonnais, la ville d'Yzeure est devenue propriétaire des locaux et a repris la gestion de leur location. Les différents locaux ont été vendus au fil des années. Le dernier local est vendu, Jean-Michel ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, on vous propose de clôturer ce budget au 31 mai et de procéder à toutes les écritures comptables de clôture du budget annexe du parc d'activité de la Motte. Oui. Précision. La société d'équipement du Bourbonnais, comme d'autres, était faite pour ça, c'est-à-dire c'était pour faire des projets industriels ou commerciaux et ensuite de le revendre à des acteurs potentiels. Et c'est la même chose que vous devez faire d'ailleurs sur Sainte-Catherine, sur la procédure de valorisation. Oui, c'était la finalité n'était pas différente de faire du patrimoine pour rester, c'était fait. On est dans justement la vente, si on peut. Alors en fait, si on peut clore ce budget, c'est parce qu'effectivement, c'est le dernier local qui était là, qui sera vendu dans la semaine prochaine, tout ce que j'ai prévu. Oui, voilà, tout est lié, mais voilà, c'est. Justement, j'avais une question là-dessus. Vu qu'il n'est pas signé au niveau de la clôture, comment on peut clôturer en fait qu'on n'est pas signé? Aujourd'hui, je vous propose de prendre la décision de le clore au 31 mai. Et parce qu'il faut qu'on le lance, parce que tant qu'on ne décide pas la clôture en conseil, on ne peut pas lancer les écritures comptables. Si on disait on fait en juin, quand il est fait, on ne peut pas demander à faire tous les travaux. Jusque-là, on va tout calculer, tous les calculs, on peut les faire, et quand on arrivera en juin, normalement, on pourra à ce moment-là, le clos, il aura été clos financièrement, on saura où on en est, et en juin, on pourra introduire en positif ou en négatif, mais vous le voyez bien, elles sont positives, parce que les sommes qui sont là, elles vont être réintroduites dans le budget principal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre précis, c'est pour ça qu'on a, tout à l'heure, l'affectation, on a affecté les comptes 2024, et on va faire qu'une partie du travail, mais à partir de mai, on considère qu'il ne fonctionnera plus là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est bien dans l'opération elle-même. Après, il y a le travail financier, et après, on revient ici en disant, voilà ce qui se passe dans le ligne fonctionnement, dans la ligne investissement, les dépenses, etc. Et du coup, ça bascule dans le budget principal en fonctionnement et voilà. C'est pour pouvoir faire, parce que ça ne peut pas se faire le même jour. Il faut qu'on prenne cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien une décision de clore le budget au 31 mai. Oui. Or, conseil général, on n'était pas sûr à un certain moment qu'on pourrait réintégrer les bénéfices de l'opération sur le budget principal. Parce qu'à une période, c'était pas possible, parce que c'était des opérations indépendantes. Oui, les sociétés d'équipement, elles avaient leur propre équilibre. Alors, c'est pour ça, mais là, on peut tout à fait, mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut le clore, et c'est vrai que si, par exemple, on ne le clôt pas, il continue de tourner avec zéro en dépenses, zéro en recettes, à partir du 31 mai. Si on ne le clôt pas, et ça veut dire qu'il reste de l'argent sur un compte qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'effectivement, on ne peut pas utiliser l'argent de ce compte, et vous doutez bien, vous voyez, on est autour de 400 000 €, ça c'est complètement aberrant, du travail que c'est les équipes précédentes qui ont permis d'équilibrer cette opération à plus de 400 000, on ne la réintroduise pas. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Bon, je voulais rajouter un petit mot pour féliciter les équipes précédentes, justement, concernant ce parc de la Motte, parce que grâce au pragmatisme qu'il y a eu à l'époque par rapport à la société d'équipement du Bourbonnais qui faisait faillite, ça a permis de rester attractif sur le parc de la Motte. Et aujourd'hui, on a fait le compte toujours, on approche les 50 emplois sur ce site-là. J'ai envie de dire que l'objectif était atteint, donc c'est bien. On félicite le président. On félicite le président de l'école.
Alors après, on peut le dire que ça n'a pas été simple non plus, hein, on peut dire que ce n'est pas des opérations qui sont simples. Aujourd'hui, on peut s'en paraître, c'est facile, mais il y avait un vrai risque à l'époque quand même, compris nos prédécesseurs, parce que rien ne disait qu'on allait l'équilibrer, que ça allait bien se passer. Vous savez, c'est toujours lorsqu'on fait des investissements dans l'immobilier, ça marche pas, il y a un peu de risque. Alors, je suis... Il y avait 25 opérations à l'époque faites par la société du compte du Bourbonnais sur le département d'Allier, parce que c'était une structure départementale qui n'en pouvait pas. Alors, je n'ai pas fait le vote, il faudra que je fasse le vote. Hein. Alors, qui s'abstient, qui est contre? Non, on est tous d'accord pour clore au 31. Ok. Alors, passons à la décision 15, qui est la reprise des emprunts, parce que, évidemment, il y a des choses qui sont en route, donc il faut que ça se reprenne. Donc, Pascal, délibération 15. Donc, maintenant qu'on a pris la décision de clôturer ce compte, il faut aussi qu'on reprenne donc, les emprunts. Donc, au 1er juin 2025, il restera en cours de dette 128 031,26 € que nous reprendrons donc au budget principal. Donc il y a 3 emprunts qui courent toujours. Il y en a un qui finit 2017. Annualisation, durée 16 ans, 11 ans. Celui de 2016, il était pour une durée de 16 ans, celui de 2015 pour une durée de 11 et celui de 2012 pour une durée de 16. Donc, ils sont tous encore... Oui, mais il y a un qui finit juste. Ouais. C'est celui de l'épargne Valmousin qui se termine au centre qui est une 30 000. Voilà. Donc, il faut qu'on vote aussi là. Donc, il y a 0. Bon, il faut qu'on vote la reprise des emprunts. Oui. Parce que si, voilà, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 16, admission en non-valeur de produits renouvelables, l'objet principal est la saison culturelle. Oui, alors nous avons 2 listes. Une première liste pour le budget principal pour un montant de 1996,86 € et une deuxième pour une somme de 24,80 € sur le budget net de la saison culturelle. Il vous est proposé d'admettre ces dépenses en non-valeur, puisque nous verrons des charges. Alors, on rappelle toujours, même si les probabilités sont très faibles, que c'est pour les enlever de nos lignes comptables, que si par hasard, pour X situation, à un moment, l'opportunité revenait de pouvoir récupérer ces montants-là, on a le droit de les récupérer, mais ne rêvons pas trop. Voilà. Dans les chevilles, parce que c'est un acte qu'il faut sortir, parce que sinon, au fil des années, on traînerait des chiffres comme ça, alors qu'on sait qu'il y a les probabilités de récupérer ces sommes très très faibles. Vous voyez, bon, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Nous avons donc fini les points qui étaient à l'ordre du jour. Donc, Madame Alexis, vous aviez souhaité poser une question à l'oral, enfin, sur Facebook, donc est-ce que vous pouvez préciser votre question, parce que vous avez juste dit que vous vouliez écrire. Ah. En effet, je voulais poser une question concernant la communication. Conformément à l'article, on a déjà parlé des communications municipales, mais L2121-27 du Code général des collectivités territoriales, et conformément aux jurisprudences récentes assimilant ce type de communication à un bulletin d'information générale, je me pose la question quant à l'espace d'expression sur les élus d'opposition et le type ou alors le type de communication, puisque ce genre de page de réseaux sociaux rentre sur un espace d'expression qui correspond à cet article. Donc j'aurais aimé savoir, en termes du pluralisme démocratique et de l'égalité d'expression, comment vous voyez ça.
J'avais aussi une question sur la charte Facebook, alors qui avait été faite, il me semble, alors peut-être que je me trompe, 2022, 2021. Donc elle avait été rédigée, elle n'avait pas été soumise au conseil municipal, ni débattue démocratiquement. Il n'y a rien qui figure en fait non plus sur le règlement intérieur. J'aurais aimé savoir, parce que dans cette charte figuraient quand même certaines choses alors, qui m'interrogent en termes d'atteinte à la liberté d'expression, mais sur cette charte, il y avait tout commentaire ne contribuant pas au rayonnement 10 heures pourra être supprimé, ou les modérateurs. Donc j'aimerais en savoir plus sur cette page Facebook, qui est modérateur, parce que ce n'était pas du tout inscrit. Comment est la gestion de cette page et la communication qui est soit à titre informatif, soit qui relate les actions de la majorité, et dans ces cas-là, on rentre sur l'article du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que j'ai été claire ou... C'est une simple question, parce qu'elle est très détaillée, je veux dire, on ne pourra pas répondre tout en direct comme ça. Il n'y a pas de problème. On va la prendre. Bon, la charte, de toute façon, elle existe et je crois qu'elle est même, je pense, sur le site, elle doit être accessible sur le site. J'ai cliqué sur le site, en effet, parce que je voulais la retrouver, je l'avais déjà vue et lue, mais du coup, non, le lien n'est pas bon sur le site. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou... Et je ne l'ai pas retrouvée vu qu'elle n'apparaît pas dans le document de serveur des élus puisqu'elle n'a pas été votée. On vous fera une réponse écrite pour essayer la réponse. C'est pas la réponse. On essaiera de vous apporter un maximum de réponses par rapport à vos questions qu'il en est, quitte après à ce qu'on organise un temps de travail pour échanger à partir de ça. Je propose ça. Parce que moi je pensais, bon, je n'ai pas essayé la charte CLD, il me semblait qu'elle était ce site. Alors après, accessible ou pas, je n'ai pas essayé depuis longtemps. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc apparemment elle est accessible. Voilà, parce que quelqu'un peut répondre. Bon, voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques éléments qui sont marqués dedans, qui sont, moi de mémoire, qui sont là. La fonction de Facebook, c'est une page d'information sur les activités municipales, plus sur les informations. On a aussi toute une page d'éléments qui sont, que vous appelleriez par rapport à des modérateurs, qui sont les interdits, ce qu'on ne peut pas faire, et que ce qui fait que si certaines personnes ne respectent pas ces interdits, peuvent être interdits d'intervenir dessus. Par contre, ce n'est pas la même chose que IMAG ou que l'info mensuelle. Il n'y a pas de moment où il y a des interventions spécifiques de groupes politiques. Pas plus la majorité que les autres. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas sur Facebook. Par contre, je rappelle qu'il y a e-Actu, qu'on a à la disposition de tout le monde, qui est tous les mois, c'est ça, Michel? Oui, chaque mois, il y a un espace qui est ouvert, qui est après qui est publié sur le site de la ville, ouvert à tous les groupes politiques, et ça figure dans le règlement intérieur. Il y a un espace, et effectivement, il n'est pas systématiquement rempli. Et les oppositions ne rédigent plus, même la majorité, des fois, il n'y a pas de textes qui sont mis. Il y a des fois des textes qui ne sont pas réactualisés. Ils ne sont pas réactualisés. Il y a certains groupes qui ont droit à une information qui date de 3 ans. Hein. Donc, c'est chaque fois. Attends, micro. C'est la grandeur de temps qu'on pose depuis la proposition qu'on avait fait souvent. Éteins ton micro. On peut pas écrire. C'est quelques lignes. C'est un certain nombre de je rappelle que les questions orales, on n'est pas sur un débat normalement. On a peu d'échanger. Le caractère qui a été fixé, on en a discuté, là pour le coup, on a débattu là-dessus. C'était arrêté un certain nombre de caractères en fonction du nombre de participants, de représentants du groupe. Ça, c'est quelque chose qui a été débattu et accepté. Hein. On va changer en 2026. Oui, bien sûr, on va changer de 2026. J'aimerais juste, alors, en fait, repréciser ma question, c'est est-ce que cette page a vocation à avoir un rôle purement informatif d'information sur les actions de la commune et les événements, ou est-ce que cette page a vocation à relayer les actions de la majorité, et dans ces cas-là, on rentre dans l'article L21-21-27 du Code général des collectivités territoriales. C'est tout. Donc, qui dit
juste ça. Est-ce que ça relaie, enfin, il y a une différence entre une page qui est purement informative et une page qui relaie des... Voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un texte de moi. C'est une page qui est gérée par le service communication et qui donc relate les informations de l'équipe municipale. Et pour l'équipe majoritaire, nous avons notre propre information et là, la page Facebook de la ville reprend les informations qui concernent l'activité municipale, majorité et opposition. On cite aussi la présence des élus de l'opposition qui sont là. Hein. Donc ça relate vraiment l'information municipale. Non, il y a Madame Lacqui qui a demandé. À chacun son tour. Je rappelle que j'accepte qu'on fasse un débat, un petit échange alors que les questions orales, il n'y a pas d'échange et que c'est limité en temps. Mais il faut quand même qu'on se respecte et qu'on s'écoute. C'est pas dur. Madame Lacqui. Je pense qu'il serait judicieux de revoir les textes, en effet, et peut-être après d'en rediscuter et de voir où se situe la limite entre de l'information purement... Voilà. Et ça, on peut, je vous laisse aussi soin de regarder et on en discute. Si tu parles, on sait très bien que ça s'est transformé en galerie de portraits. On voit régulièrement. Mais si les gens qui mettent leur tête sur un site comme Facebook ou sur autre chose, pensaient que ça suffirait pour être élu, je pense qu'il y a... Alors, je pense qu'on est en train de sortir du sujet. On est en train de sortir du sujet. Moi, j'ai entendu la question bien sur ce dossier-là. Alors, sur le deuxième point, Mme Lacqui, vous aviez laissé entendre que vous proposeriez une motion. Je ne sachant si je ne vais pas comprendre sur quel thème c'est. Vous avez donné la thématique. Oui, vous aviez donné la thématique, mais je rappelle qu'une motion, il faut qu'elle soit normalement écrite pour qu'on puisse se prononcer. Et, alors, je vous donne la parole quelques instants sur ce que vous vouliez dire sur ce sujet. Oui, alors je vous remercie de me donner la parole. En effet, du coup, elle sera non soumise au vote, mais je pense qu'il est quand même important d'en parler. Donc, c'était une motion de soutien aux agents territoriaux. Considérant l'engagement constant des agents publics dans des conditions souvent difficiles et au service de l'intérêt général, considérant que le jour de carence appliqué en cas d'arrêt maladie constitue une sanction injuste envers des agents déjà fragilisés par la maladie, considérant les annonces gouvernementales visant à réduire l'indemnisation des agents de l'arrêt maladie de 100% à 90% du traitement, considérant que ces décisions affaiblissent la reconnaissance du travail des agents publics, considérant qu'elles risquent d'aggraver la crise d'attractivité de la fonction publique, notamment territoriale, en décourageant les vocations, considérant que la mesure de décote de 10% ne tient aucunement compte des réalités de service public et n'a pas d'objectif de justice sociale, les 10% ainsi économisés ne serviront pas sur un fonds de solidarité ni redistribués aux collectivités pour améliorer les conditions de travail. Ils viennent alléger de manière invisible les charges budgétaires de l'État, donc c'est une perte nette. J'aurais souhaité demander que le Conseil municipal réaffirme son opposition au maintien du jour de carence dans la fonction publique, refuse la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie de 100% à 90% et appelle l'État à maintenir un haut niveau de protection sociale pour les agents publics dans le respect de leur engagement et de leur dignité. C'est pas une délibération, mais bon, en même temps, vous aviez parlé d'une délibération, mais par contre, je peux entendre vos remarques. Bon, comme Mme Guérasson, en tant qu'adjoint personnel, et en tant que responsable groupe, avait aussi une proposition qui est sur le même thématique. Je lui propose de lui donner la parole pour nous dire, elle, puisqu'elle m'a envoyé la motion avant 48 heures. Donc moi, c'est pour ça que je sais que c'est assez proche en contenu. Vous nous lisez votre proposition de motion. Oui, donc c'est une motion majoritaire. Le gouvernement Bayrou a décidé dans la loi de finances 2025 que les fonctionnaires en arrêt maladie seront rémunérés à hauteur de 90% de leur traitement indiciaire et de leur indemnité contre 100% auparavant. Cette mesure vient s'ajouter au maintien du jour de carence. Le législateur impose ces dispositions sans que les collectivités territoriales puissent jouir du principe de libre administration qui leur permettrait de choisir de continuer à rémunérer leurs agents en arrêt maladie à 100%. Cette décision est injuste au regard des possibilités permises au secteur privé de maintenir la rémunération des salariés en cas d'arrêt maladie.
Ce manque à gagner pour les agents de la fonction publique va peser fortement sur leur rémunération, déjà impactée par l'ensemble des politiques nationales austéritaires menées depuis de nombreuses années. C'est pourquoi le conseil municipal d'Yzeure demande au gouvernement d'abroger ces dispositions afin de maintenir la rémunération totale des agents en cas d'arrêt maladie. Alors, nous avons ce soir deux discussions sur lesquelles il y a eu un échange sur lequel ce n'est pas une motion structurée au sens où on ne peut pas l'écrire comme ça puisqu'elle nous a pas été remise. Une proposition comme ça, proposée par un groupe, j'ai l'impression que tout ça c'est proche. Alors moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'on vote quelque chose en disant on payera les agents quand même, parce que c'est faire de la démagogie, on n'a pas le droit. Si on le fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, rappelez-vous, même depuis la période Covid, les préfets attaquent depuis plusieurs mois systématiquement les collectivités. Par exemple, les collectivités qui ont instauré un temps de travail inférieur à 1607 heures, sur lequel nous sommes obligés de retravailler avec tous nos agents, rappelons-nous le travail qu'on a fait, pour ne pas être inquiets, ils sont rattaqués partout. Il y a des autorisations spéciales qui sont données pour des agentes, pour des règles douloureuses. C'est une réalité qui a été faite. Elles sont attaquées par les préfets. C'est-à-dire que les maires qui prennent ça, ils sont attaqués parce que ce n'est pas légal. Il y a même une collectivité qui avait mis un congé pour les congés mensuels, c'est pas un que tout le monde va nous parler, qui a été attaqué. Aujourd'hui, donc moi je ne vous proposerai pas de dire quelque chose comme ça, parce que ça serait tromper les agents en disant qu'on peut, en plus, voilà. Donc à un moment, moi je serais assez partisan. Pour si vous souhaitez même un temps de suspension de séance pour discussion. Mais si inversement vous disiez, comme il y a une motion qui a été envoyée à la LA que je peux accepter comme motion, au lieu d'être une motion du groupe majoritaire, je prendrais ce que l'on fait assez souvent au conseil départemental. Si on s'y retrouve sur les finalités de la motion, je pourrais vous la proposer, de la prendre comme une promotion présentée par les élus à l'Yzeure, qui on va transmettre pour dire on n'est pas d'accord avec ce système-là. Là, on peut la faire et je pense qu'il peut avoir du... Enfin, il a plus de poids si on le fait à l'unanimité et on n'est pas dans une instance, enfin, on ne fait pas une politique en disant que c'est X qui vote pour ou pas. On a une élue. C'est là, je peux l'accepter en respectant les textes, il n'y aura pas de recours de personne, en disant, et je demande si vous seriez d'accord, pour l'étendre, mes collègues, à une motion des élus, comme ça on peut l'envoyer à la préfecture, on peut la faire monter au ministère, et moi j'ai envie de vous dire, mais là par contre on ne peut pas l'écrire dedans, moi je trouve qu'il faut qu'on fasse passer le message, pour être dans l'esprit, je pense que nous tous, on pense tous. Cette mesure, on ne l'a pas faite, si on la met en œuvre, nous, parce qu'on la met en œuvre depuis le 1er mars, et depuis le 1er mars, et quelques agences sont comme ça, on ne les paye plus sur ces moments-là, il faut reconnaître. On veut pas... Il ne faut pas qu'on puisse être taxés tous comme des élus qui avons fait ça pour ponctionner sur les agents. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point chaque année, au moins, de cet argent qu'on n'aura pas versé alors qu'on aurait pu le verser, mais non pas pour l'affecter à des agents X ou Y, parce que ça serait tout à fait condensable, mais qu'on rajoute ça, cette somme, dans le montant dont on dispose pour compléter le budget, pour travailler sur des compléments. Vous savez, par exemple, on est en train de travailler avec les agents sur l'évolution du RIFSEP. Quand on parle de l'évolution du RIFSEP, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne parle pas d'évolution du RIFSEP pour faire diminuer. Donc ça veut dire, je vous proposerais bien de dire, on fera le point dans un conseil futur, on sait ça, dire, voilà, parce que ça permettra aussi de voir ces économies que l'État voulait faire quelque part indirectement. Je ne sais pas si je suis clair dans la façon d'exprimer, parce que je voudrais qu'on soit clair, c'est de dire, on ne va pas le payer aux agents, on pourra le dire, mais dans ce cas-là, nous on dira que cette somme, elle n'est pas dans le budget général sans savoir où, on l'affectera à des dépenses du type complément, régime indemnitaire, comme l'a dit, non pas à X parce que X était malade, mais pour l'ensemble des agents. C'est quelque chose que je pourrais vous proposer, je pense, qui serait un complément qui permettrait la motion étant pour tout le monde, transmise à l'État, pour montrer qu'effectivement, qu'il aurait pu nous laisser la libre administration
et que du coup montrer quand même faut faire. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez une suspension de séance pour en discuter ou est-ce qu'on peut valider comme ça, on peut aussi prendre le temps de discuter. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit relue pour bien voir ou celle qui a été lue par Malérus vous paraît... Moi, je trouve qu'on n'a pas de texte écrit, on n'a pas de papier de déposer. C'est un petit peu vague comme truc. Moi, j'aurais tendance à m'abstenir de voter. Hein. Franchement, on n'a rien d'écrit. Je peux relire une deuxième fois si le texte Alors, moi je vais être tout clair, dans la motion. La motion n'a pas écrit dans le texte, il faut qu'elle soit déposée en 48 heures. Elle n'a pas écrit dans le règlement que je l'ai déposée. Moi je ne savais pas, je vais être franc. Je savais que Mme Laquier allait intervenir un peu sur le même sujet, vous l'aviez dit. Parce que lundi soir, vous avez prévenu. Mais non, mais n'ayant pas le texte, je n'ai pas souhaité, parce que j'aurais pu vous tirer le texte, vous dire c'est notre motion, la mettre sur les cartes. J'ai trouvé que j'aurais pas été complètement correct. On l'a attaché. Mais je trouvais que c'était pas correct de vous la déposer dans la mesure où vous en aviez parlé. C'est pour ça que je ne voulais pas que ça soit enchantant, Jean-Michel, mais en même temps, on peut aussi se dire on attend le mois de juin pour en discuter. Mais les collègues, est-ce qu'à un moment, c'est pas à des moments maintenant qu'il faut faire passer des messages hein? C'est plus de l'information, je dirais, essayer de regrouper en fait les deux. On en discutera peut-être après, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et il y en a qu'une qui est déposée. Oui, si je regarde les textes, c'est on vote sur celle-là, ou on vote pas. Ou elle est prise ou pas, elle est votée à l'unanimité, à une majorité, que par la majorité, ou pas. Moi j'ai l'impression que ça me permet de... Il n'y a que nous. Après, quand elle repart, c'est pas écrit, elle a été présentée par le groupe X, c'est une motion, on la vote. Ça sera une motion du conseil municipal du 15 mai 2025. Ça, si vous avez écrit ça, c'est parce que c'est ce qui est envoyé. Mais voilà. On le fait comme ça au département et ça ne pose pas de souci. Des fois, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, elle sera à l'unanimité, majoritairement ou pas. Oui, monsieur. L'administration de collectivité territoriale, comme ça, elle n'est pas opposable à la loi de finances qui a décidé de ça. C'est le député, il faut voir le député, je ne sais pas ce qu'il a voté, mais à partir du moment où c'est voté au tribunal, la notion de libre administration des collectivités, elle ne tient pas. Moi, je partage. On peut demander d'abroger une disposition. C'est ce que je dis. Ça n'a pas été voté encore sur les trois. Non, mais c'est 49.3. C'est 49.3. Ah oui, c'est 49.3. Bon, écoutez, je pense que moi je vous propose. Elle est sous les yeux, là, vous l'avez vu. Moi je pensais que c'était plus simple de faire quelque chose maintenant, parce que vous savez, ça a été voté le 1er mars. Hein, si on attend trop longtemps, ça sera du réchauffé. Hein. Ça ne changera rien pour les agents, c'est du réchauffé. Alors, moi je vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord, vous collègues, qui mettront une majorité de la présenter au nom du Conseil et de la soumettre au nom de tout le monde là? Moi, je suis tout à fait partante. Hein, je pense que les collègues aussi, que ce soit au nom de l'ensemble du Conseil, dans l'intérêt des agents et en signe aussi de l'appui de solidarité par rapport aux agents. Alors, vous la soumettez au vote et on verra bien si elle est votée à l'unanimité, c'est la majorité, ou à l'unanimité des votants, si certains, je rappelle qu'il y a aussi une formule, si certains ne veulent pas se prononcer, ils ne participent pas au vote, et du coup, c'est à l'unanimité des votants. Parce que le terme unanimité est plutôt bien, et pas pour moi, plutôt bien pour un conseil par rapport à ses agents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors après, je ne peux pas changer en fonction de ce que vous ferez comme vote, on est là différemment. Si tout le monde dit OK, c'est OK. Si certains veulent s'opposer, ils peuvent. Si certains veulent s'abstenir, ils peuvent. Si certains veulent ne pas participer au vote, comme ils veulent, ils vont être toutes les instants. Et après, on écrira la formule en fonction de ça. Est-ce que je suis assez clair? Alors, qui est contre cette motion? Qui s'abstient?
qui ne prend pas part au vote. Un. Sur celle-ci. Sur celle-ci. Un. Une personne. Qui est pour? Je pense que ça vaut le coup de lever la main. Donc, on considère qu'il y a une abstention, elle est votée à l'unanimité des votants. J'aime bien cette formule parce que ça donne la notion d'unité, mais ça laisse entendre que oui, il y a des gens qui ont le droit, c'est le droit de chacun de voir des gens. Moi, je vous remercie au niveau des agents parce que ça paraît énorme. Et moi, je m'engage à ce que je vous ai dit, c'est qu'on fera le point, pas semaine par semaine, mais on fera le point pour dire effectivement, voilà ce que cette décision elle a coûté aux agents en recettes en moins, et donc il faut que qu'ils en rebénéficient. Madame Laki. Concernant ça, j'ai aussi une requête. Est-ce qu'il est possible, alors vous parliez tout à l'heure qu'il y a des choses qui étaient retoquées par la préfecture, est-ce qu'il est possible notamment de se pencher sur ce que, alors oui, on se substituerait à l'État, c'est pas, mais en termes RH, au niveau collectivité, est-ce qu'on n'a pas aussi une part à prendre? Est-ce qu'on ne peut pas encadrer certaines choses dans le respect réglementaire, en tout cas sur ces 10%? Je pense qu'il y a peut-être moyen de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire aux agents, dans la limite sans, voilà, dans la limite budgétaire raisonnable, dans la limite d'un règlement raisonnable. Est-ce qu'on peut en discuter avec l'organisation syndicale, les représentants du personnel, se mettre autour d'une table et voir ce que nous, en tant qu'employeur public, on peut faire pour les agents? Je ne vois pas tout à fait votre question, mais bon. On en parle en commission. Ça serait bien peut-être au prochain CST. De toute façon, en CST, on va en parler. Tout à fait. De toute façon, c'est un point qui va apparaître en CST. Voilà, parce qu'il va bien falloir qu'on explique aux agents notre position, et je pense que j'ai expliqué la position qu'on a prise ce soir, qui est de dire, bon, on ne valide pas le principe, mais on n'a pas le choix, ça nous impose. Par contre, financièrement, il faut qu'on voit comment on fait. Mais attention à ce que ce n'est pas ce que X y perd, qu'on remette un X. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire. C'est des masses financières qu'on peut mettre, parce qu'après tout, on a le droit dans notre arbitrage de mettre des masses financières pour dire voilà, et on donne consigne au service de travailler pour améliorer, mais ce n'est pas quelque chose qui X l'a perdu parce qu'il est en arrêt, que X retrouve. Ça ne peut pas être ça. Non, mais il y a peut-être la possibilité, dans l'encadrant de certains congés maladie, en tout cas de pouvoir, dans le respect de la réglementation, mais il y a des collectivités qui l'ont fait. Je pense que ça amène réflexion sur ce qu'on peut faire. C'est des points qui veulent se discuter plutôt en CST. Tout à fait. Bien, on continue. Je suis sur une remarque. Je crois qu'il faut être un peu prudent parce qu'il y a des discussions aux gens sur les 3 jours. Et après, les gens seront amenés à rembourser. Mais ça va le texte de loi. Mais Guy, j'ai dit qu'il n'était pas question de ne pas le verser, parce que si on verse, c'est aux agents qu'on fait prendre des risques. Je viens de dire qu'il y a plein de préfets qui se sont retournés, et quand ils se retournent, ce n'est pas contre les collectivités, c'est qu'ils mettent en porte-à-faux les collectivités qui sont obligés de reprendre les agents. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le risque que des agents touchent de l'argent pour que dans quelques mois, quelques années, parce que ça peut faire. Alors, nous avons maintenant le parti des déclarations générales. Les deux groupes cités, est-ce que vous avez une déclaration générale que vous souhaitez faire? Non. Pour les derniers points, je voudrais remercier, donc on a été remercié suite à l'attribution de subventions, le SIG, la Kessel, l'UNRPA, Isère Moulin-à-Verne, le club de danse de Salon, et nous avons eu le directeur général de l'UNAPI d'Allier, M. Christophe Cessentier, qui a remercié la commune, mais aussi tous les services, pour tous les appuis qu'il a eus, à la fois sur son projet, puis aussi par pour la construction, puisque c'est eux qui portent la construction des actes, et ils remercient les services pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, voilà sur ces éléments. Et je rappelle que d'ici la fin de l'année, le prochain conseil aura lieu le mercredi 25 juin à 18h30, et que les suivants, ça sera pour septembre, c'est septembre, décembre, ils sont fixés, mais vous les aurez dans le compte rendu. Je vous remercie, ce conseil est terminé, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.